sur TF1. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Les carottes sont-elles cuites quand elles s'habillent en jaune ? Pas sûr. La France est-elle apaisée ? Bien sûr, selon les vœux, elle est de plus en plus apaisée. Ça marche de mieux en mieux. Il y a du soleil sur la France, comme chantaient Stone et Chardin. Ah bon ? On va voir. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et tout de suite, André Berkoff, on accueille votre invité, Papacito, qui est blogueur, vidéaste, scénariste de bande dessinée et auteur notamment de ce livre, Carnet de guerre, c'est publié chez Ring. Et encore une fois, je recommande, et c'est pour ça que j'ai demandé à Papacito de revenir, j'ai relu son bouquin Carnet de guerre là, pendant ses vacances. Et non seulement c'est bien écrit, mais en plus ça tape ou ça doit taper, ça fait mal ou ça doit faire mal. Et c'est ce qu'on appelle du tripotage de nerfs au niveau du nerf. Et voilà, je vous le recommande vraiment, auditeur de Sud Radio. Alors Papacito, on est début janvier, tout va bien, hein, il y a du soleil sur la France. Que vous a inspiré en fait tout ce qui se passe, qui s'est passé notamment samedi? Vous vous rappelez, il y a encore quelques jours, on le rappelait ici dans Berkoff dans tous ses états, on disait que le mouvement s'essoufflait, on disait que c'était pratiquement fini, et puis là on a assisté à des matchs de boxe assez hallucinants. D'un côté, un boxeur à main nue, Christophe Dédinger, on peut dire qu'il vient d'être arrêté en garde à vue, qui boxait des CRS. D'un autre côté, un commandant à Toulon, un commandant CRS qui a lui aussi boxé 2 ou 3 manifestants. Alors, pour vous, qu'est-ce qui se passe ? Alors déjà, je suis content d'une chose, c'est qu'à l'époque, à l'heure où on pourrait croire que des journalistes tels que ceux qui sont à Quotidien ou à Libération appartiennent au genre masculin, enfin le réel nous rappelle ce que c'était que des hommes d'avant. Et là, on assiste à un truc qu'on n'a pas vu depuis la bataille de Bouvines, quoi. Un mec qui saute sur un pont et qui se crée un chemin, qui se crée un sillon à coups de pastèque pour aller chercher au ton 4. Je trouve ça, alors indépendamment de l'aspect politique et du camp dans lequel je me trouve, j'ai trouvé ça très beau, c'est très honorable, très héroïque, c'était très exaltant. Cela dit, je déplore le fait que les enfants du peuple soient les uns comme les autres. Parce qu'en réalité, ce qui devrait se passer, c'est que le gitan de Massy, ce boxeur, devrait donner la main aux policiers qui avaient sur ce pont et aller faire le même sillon qu'il a creusé sur le pont à l'Assemblée, en fait. Moi, c'est ça que je rêve. C'est de voir, en fait, la police rejoindre son camp naturel, qui est en fait le camp du peuple, parce que c'est le dernier barrage qu'il y a entre les gilets jaunes et les gens qu'on veut sortir, qu'on veut destituer. Sauf que la police a empêché, là, on disait, les gilets jaunes d'arriver jusqu'à l'Assemblée, alors qu'ils avaient déposé l'itinéraire à la préfecture de police. Moi, je vais vous dire, je leur en veux pas de faire leur métier aux policiers. Je fais pas partie de ceux qui leur crachent dessus et de. Moi, bien c'est sûr. des gens que je soutiens. Ils ont un métier pas facile. Ouais. S'ils étaient pas là, il y aurait des débordements bien plus grands que ce qu'il y a, donc ils sont nécessaires. D'accord. Après, je déplore que des gens de valeur, puisque on a affaire à un type qui se bat à main nue, et puis à d'autres qui sont prêts à aller quand même mettre leur vie en jeu dans leur métier, se battent les uns sur les autres, alors que il y a quand même des candidats à la gifle qui sont présents et qui sont pas loin, et ceux-là ils en prennent jamais, et ça c'est terrible pour moi. Je comprends. Vous dites, les policiers, il faut pas l'oublier, sont aussi des gens du peuple. Tout à fait. Donc, mais est-ce que c'est possible ? Vous savez, ça a toujours existé, ça va pas si tôt. Il y a toujours eu les forces de l'ordre, etc. On sait très bien que les forces de l'ordre aussi, c'est pas des gens qui sont payés des 1000 et des 100, mais ils défendent un peu le pouvoir en place, c'est-à-dire que le pouvoir en place qui a été élu, d'ailleurs, hein, on n'est pas dans une dictature, faut quand même pas exagérer. Comment faire ? Est-ce que ce mouvement, pour vous, les Gilets jaunes, est-ce que c'est un mouvement populaire ? C'est un mouvement de quelques personnes, c'est une minorité ? C'est quoi ? Ça traduit quoi ? Vous habitez Toulouse, vous connaissez bien. Qu'est-ce que ça traduit par rapport à l'état du pays ? Anthropologiquement, le gilet jaune, moi je pense qu'il est autant à droite qu'à gauche, honnêtement. Je pense que c'est vraiment le peuple oublié. C'est-à-dire ce que Jean-Pierre Raffarin avait appelé la France d'en bas. C'est-à-dire tous ces gens qui travaillent, qui sont la structure économique du pays, mais qui ne sont pas rétribués de façon juste. C'est-à-dire des gens qui sont oubliés. On a beaucoup dit que c'était des ruraux. Il y a aussi des gens en ville qui sont par exemple des artisans, des entrepreneurs qui sont matraqués fiscalement et qui n'arrivent plus à vivre comme on vivait dans les années 90. Jusqu'au début 2000, avant qu'on soit pris à la gorge de cette façon-là. Donc c'est vraiment la perte d'espoir, la perte de perspective, la perte d'identité. Et puis si vous voulez, le paradoxe qu'il y a entre un peuple qui est en complètement dissolution,
un peuple qui est en déliquescence et une autorité ou un gouvernement qui est, lui, en plein délire, qui est complètement hors sol. Quand on a vu cet été, là, pour le 14 janvier, M. Macron inviter des transsexuels africains pour faire la fête sur le perron d'Élysée, pendant qu'il y a des milliers de familles qui essaient de s'en sortir, il y a une espèce de décalage qui fait que c'est devenu insupportable. Les gens n'arrivent plus à accepter, en fait, cette espèce de paradoxe, quoi. Donc c'est en même temps culturel, autant qu'économique. Mais c'est culturel et identitaire, quoi. Mais c'est une fracture. S'il y a deux France, il y a la France de Macron, mais qui a le droit d'exister. Hein, Bien sûr. Les start-up, les nouvelles technologies, la mondialisation, certes, mais il ne faut pas Et que ça c'est se pas fasse. mauvais, et tout n'est pas mauvais là. Exactement. C'est pour ça, moi, je suis pas un rustre, mais il faut pas oublier la structure historique de la France, celle que je m'emploie à défendre, qui est l'agriculteur, le paysan. Aujourd'hui, il n'y a plus de paysans en France. C'est dramatique. Un pays sans paysans, c'est un plat sans viande. Donc à la fin, il n'y a plus que des Henri Caron qui viennent manger, vous voyez ce que je veux dire, et on n'a plus les Henri IV, donc ça c'est problématique, vous voyez ce que je veux dire. Je préfère un pays d'Henri IV qu'un pays d'Henri Caron, voilà. D'accord. Et oui, vous dites en fait que ce qui a fait la France, c'est vrai, d'ailleurs vous en parlez très bien dans votre livre, la variété des vins, la variété des fromages, la variété des plats, enfin tout ce qui est la culture, effectivement, elle est à peu près massacrée, elle est en tout cas écartée, et qu'est-ce qui a fait en fait, et on a ce que j'ai dit, il y a le clergé politico-médiatique, il y a la noblesse capitalo-financière, etc. Et puis il y a ce tiers-état morcelé, fendillé, ébréché, divisé. Ça a été réussi. Un tiers-état qui d'ailleurs est moqué et par les journalistes et par même le gouvernement au début qui les a pas pris au sérieux. Je me rappelle qu'au début, il y avait vraiment beaucoup de mépris pour ces gens-là. On disait voilà, c'est des illuminés, c'est des bofs, on a essayé de les discréditer. Il y a même ultra-droite, etc. Oui, alors, on a essayé plusieurs choses. D'abord, on a essayé d'en faire un regroupement de nazis. Quand on a vu que sur les ronds-points, il y avait autant de travailleurs maghrébins que blancs déclassés, on s'est dit, bon, ça va pas trop marcher. Ensuite, on a essayé d'en faire des bofs. Mais on voit bien que y a beaucoup de Français dedans et qu'on ne peut pas qualifier tous les Français. On ne peut pas qualifier parce que je crois que c'est 80% de sympathie. On ne va pas qualifier 80% des Français de bof. Donc à un moment, il y a une réelle fracture. Et malgré tout, malgré les campagnes de dénigrement, malgré les faits, ce mouvement continue d'exister. Il continue de se faire voir, de se faire remarquer. Et même se renforcer. Exactement. Même en chiffres. Tout à fait. Ouais. Et il devient de plus en plus encombrant. Donc je ne sais pas quelle va être la nouvelle stratégie pour le discréditer, mais il est là et il va falloir qu'on s'en occupe. Hein. Donc il va falloir qu'on l'entende et qu'on comprenne qu'est-ce que ça traduit. Parce que je crains que ça aille beaucoup plus loin. Oui, vous pensez que ça peut arriver à des affrontements majeurs. Je vais vous dire, la prochaine étape, là, il y a commencé à y avoir du sabotage. C'est-à-dire que les gens, je crois que je ne sais plus combien il y a de radars en France, il y en a plus de la moitié qui sont détruits. Ouais. Ce n'est que le début. Les gens ont une défiance envers leur gouvernement qui est historique. Et quand les Français se réveillent pour destituer un gouvernement dont ils ne veulent plus, on sait ce que ça donne dans l'histoire. Donc moi je dis attention, il vaut mieux traiter le problème maintenant avant que ça ne dégénère. Et je prédis un renforcement du mouvement cet été. Traditionnellement, les mouvements sociaux, c'est juste avant l'été, oui, avril, mai, voilà. Etc., oui. Je prédis qu'à ce moment-là, ça va être plus fort que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ouais. Et en fait, mais alors pour vous, par exemple, enfin, on va mettre Papacito au gouvernement. Pendant un moment, on va dire, qu'est-ce que vous, pas seulement vous personnel, hein, qu'est-ce que pour vous, en parlant au gouvernement, ailleurs, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Alors déjà, apaiser un peu la tension. Si vous mettez Papacito au gouvernement, attention, ouvrez les prisons, faites construire les guillotines sur la place du Capitole, parce que je vais faire le ménage. Voilà. Carrément. Ça c'est une chose. Après, sur ce ça que y est, la peine de mort. sur ce que je proposerai, par contre, sur mes combats, parce que dans les Gilets jaunes, il y a beaucoup de choses. Le référendum d'initiative citoyenne est très bien parce que ça prouve que les gens sont attachés à la démocratie. C'est-à-dire que les gens veulent se réapproprier le destin de leur pays. Donc ça veut dire que la destinée du pays est entre de mauvaises mains et que tout le monde a fait le même diagnostic. Ça, c'est une chose, moi je suis d'accord avec ça. C'est très bien qu'on se fédère autour de ça. Ensuite, moi, d'un point de vue personnel, j'aimerais beaucoup qu'on revienne à la région, c'est-à-dire sans bafouer le national, mais qu'on revienne, voilà, qu'on refasse la promotion du breton, de l'occitan, du basque, du savoyard. Je suis pour qu'on revienne aux identités historiques de la France. Sans détruire la nation. Tout à fait, parce que moi je suis convaincu que c'est la somme des identités régionales qui fabrique la nation. Parce que c'est aussi une diversité, on n'arrête pas de parler d'une certaine diversité. Elle peut très bien cohabiter avec l'autre diversité qui est la diversité régionale, historique, voilà. Donc moi je suis pour j'aimerais en tout cas pour qu'on vraiment on se réempare du passé, de l'histoire de la France, parce que ça nous donnera un cap. Ouais. La France a toujours eu un cap et ça nous remettra un peu les horloges à l'heure, les pendules à l'heure. Ouais. Et alors comment ça se fait, comment vous expliquez quand même que disons, nous on en parle, on est un certain nombre, mais au-delà de l'anecdote, moi je suis extrêmement frappé
du fait que ce soit le showbiz, que ce soit un certain nombre de gens représentatifs, ça fait quand même 1 mois et demi que cette histoire, presque pas d'analyse, presque pas de recul. Beaucoup d'intellectuels ont l'impression qu'ils ne disent plus rien. Je ne parle pas du showbiz qui s'enflamme dès qu'il s'agit du Zimbabwe, c'est très bien de s'enflammer pour le Zimbabwe, mais qui ne dit rien sur ce qui se passe là, etc., etc. On a l'impression alors il y a cette France du gouvernement et cette France des Gilets jaunes, et on a l'impression d'une atonie quelque part, ou alors les gens qui sont chez eux, qui veulent en parler mais qui n'en parlent pas. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que, à mon avis, les intellectuels, en tout cas, ou les acteurs du show business, on va faire un grand package, ils sont un peu paralysés par une chose, c'est que le nœud du problème, c'est qu'il y a 2 France, et à laquelle ils appartiennent ceux-là. Vous comprenez ce que les journalistes subventionnés à coups de millions, les intellectuels subventionnés par l'État, à qui ils appartiennent, à qui ils doivent loyauté. Des journaux, oui, des journaux. Oui, voilà. Oui. Et même les intellectuels, ou même les acteurs, les célébrités, on leur met la pression c'est un mouvement d'extrême droite. Donc ils ont très peur, c'est pratiquement l'argument d'autorité, la peur d'être taxé de réactionnaire, de ce que vous voulez. Et ça, c'est terrible. En France, quand on vous dit vous êtes réac, c'est la condamnation à mort, c'est la plus lourde peine. Il vaut mieux mourir que d'être réac. Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous savez quelle est ma réponse là-dessus, parce que on se fait traiter, alors que moi je suis vraiment de loin, c'est pas ma tasse de thé. Je dis, vous savez ce que c'est REAC, c'est REAC, réaction euphorique au con. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est non, mais pour revenir, vous pensez que c'est la peur de passer pour des... Pour passer de l'ennemi de la bien-pensance, parce qu'il est là, le truc, c'est il suffit qu'il y ait un gilet jaune qui fasse une quenelle, et on décide que tous les gilets jaunes sont des antisémites, des soraliens, des racistes, des négrophobes. C'est faux. Il y a ce mouvement à fédérer, et il y a il y a plein de gens qui essaient de le récupérer, mais y compris à droite comme à gauche. On a vu de tout. Moi, j'étais dans le cortège, il y avait des anarcho-syndicalistes, il y avait des royalistes, il y avait vraiment de tout. Il y avait des jeunes de banlieue, y compris, alors certains qui cassaient, d'autres qui manifestaient. Donc, c'est très difficile de dégager des tendances. Et comme on n'a pas encore dégagé de tendances, comme on ne peut pas encore nommer précisément, on ne peut pas le mettre dans une étiquette. En fait, comme on ne sait pas si c'est à gauche ou si c'est à droite. Heureusement, ça prend du heureusement. Tout à fait, c'est le succès. C'est ce qui fait le succès de ce mouvement. Comme on n'arrive pas à le faire, pour l'instant, tout le monde prend des pincettes parce qu'ils se disent, si l'histoire va retenir que ce mouvement était un mouvement d'extrême droite, si je l'ai soutenu à un moment ou à un autre, on viendra me le dire, quoi. On viendra me le faire remarquer. Et les gens ont très peur de ça, j'ai l'impression. Alors qu'ils ne comprennent pas que c'est l'essence populaire même. Elle n'a pas d'identité. Est-ce qu'à votre avis, sans faire des références spéciales à 1789, mais enfin, on doit penser au cahier de doléances, à la dîme, à la gabelle, etc. Est-ce qu'à votre avis, justement avec Internet, est-ce qu'il ne faudrait pas faire des états généraux, au lieu de faire ce grand débat là, dans les régions, c'est très bien, mais enfin, pourquoi ne crée-t-on pas des états généraux ? Parce que pour l'instant, ce mouvement, comme il est justement d'essence populaire et qui n'a pas été encadré par des syndicats, il ne peut pas, en fait, sa force, c'est aussi sa faiblesse, c'est qu'il ne peut pas être structuré autour d'une autorité qui pourrait faire valoir certaines volontés, certaines doléances, parce qu'il est tellement, en fait, il est irruptif, il est épidermique. Les gens en ont marre, ils veulent massacrer la République en marche, et tant qu'ils ne l'auront pas fait, d'ailleurs, moi dans les manifs, ce qui revenait souvent, c'était contre la personne de Macron. Il y a vraiment une haine. Mais parce que les gens ont été bafoués et insultés profondément. Et le peuple français va avoir beaucoup de mal à pardonner ça. C'est ça le truc. Donc moi, je suis pour je vais vous dire, honnêtement, je suis pour qu'il y ait le maximum de dégâts pour faire comprendre au gouvernement que cette fois-ci, il va falloir agir vite, que ça ne se fera pas par les rouages habituels. Là, il nous a proposé 100 €. Les gens disaient 100 balles à 1 mars. Non, il ne faut pas que ça finisse comme ça. Il faut que ça aille beaucoup plus loin et que ce soit un avertissement. Voilà. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi faire attention, parce que maximum de dégâts, mais il y a aussi des petits commerçants qui crèvent parce que, actuellement, avec le DR, comment faire ? Alors évidemment, vous allez me dire, on ne fait pas, la révolution n'est pas un dîner de gala, comme disait le Chinois. Le timonier. Mais quand même, comment faire ? Parce qu'effectivement, rien ne se fait sans casse, mais quand même, comment limiter, et ne pas que d'autres segments de la population, je ne parle pas des riches, je parle, ne soient les victimes de cela. Eh bien, il faut cibler, il ne faut pas s'en prendre à la propriété privée, il faut plutôt s'en prendre au mobilier urbain. C'est terrible ce que je dis, mais c'est une réalité, c'est comme ça qu'on se fait entendre. Moi, quand j'ai vu des flammes de 4 mètres dans Paris, les gens faisaient des têtes bizarres, ils ne faisaient pas des têtes qu'ils faisaient d'habitude. Quand c'est la Fashion Week, il n'y a pas des têtes comme ça. Et là, tout d'un coup, il y avait des têtes spécifiques qu'on n'a pas vues depuis 1700. Donc, c'est intéressant. Après, moi, voilà, étant quelqu'un attaché à la propriété privée, bien sûr, il faut pas bousiller les commerces, mais de toute façon, les gens, la classe moyenne et les actifs dans ce pays sont condamnés, parce que ce pays se socialise. Il y a
une tranche sur laquelle il faut piocher pour redistribuer à droite et à gauche. Et cette tranche-là, de toute façon, elle est vouée à disparaître. Donc, que ça se fasse un bon coup dans la violence, pourquoi pas, plutôt que de mourir à petit feu. Au moins que si on est dans le pourrissement, si on doit rentrer dans le pourrissement, qu'on y aille un bon coup, qu'on tranche dans le vif, et que soit ça passe, soit ça casse. Quoi. Voilà. Ouais. Moi, je suis de cette école-là. Donc, je sais bien qu'il y a certains gens qui ont été affectés. Après, dans 10 ans, est-ce qu'ils existeront toujours, ces gens-là, au train où on va? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, la société française se transforme de fond en comble. Il y a des élites mondialistes qui ont fait sécession, quelque part. Tout à fait. Parce qu'eux, ils ne sont pas touchés, il n'y a pas de problème. D'autres qui se demandent, est-ce qu'ils vont encore exister? Vous parlez des agriculteurs, c'est clair qu'il y a un problème. La classe ouvrière. Oui, la classe ouvrière. Aujourd'hui, rappelez-vous, il y a encore, en tout cas, moi, je suis une génération où, quand j'étais jeune, la classe ouvrière voulait dire quelque chose de très précis. Aujourd'hui, ça veut dire quoi, la classe ouvrière? Alors, ça veut sans doute pas dire des gens en bleu de travail qui vont boire du Pernod à la sortie du boulot. Ça, c'est la vision qu'a encore une certaine gauche, donc qui ne concerne que des professeurs. Les gens qui votent la France Insoumise, c'est des professeurs. Je vais vous dire, moi, quand j'étais déménageur, les mecs, qu'est-ce qu'ils votaient? Soit ils votaient pas du tout parce qu'ils étaient apolitiques, soit ils votaient Front National. Et quand je dis voter Front National, j'avais compris des Maghrébins de deuxième génération, de troisième génération qui votaient Front National parce que pour eux, la racaille, le patronat, pour eux, c'est le même, vous voyez ce que je veux dire? C'est le même front. Donc, si vous voulez, on est quand même dans une France qui n'est plus du tout celle que nous vendent les politiciens. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de mal à la comprendre et à la cerner. C'est une France qui en a marre, mais d'ailleurs, du tout politique. C'est pour ça que ce mouvement a du mal on a du mal à le qualifier politiquement. Et c'est pour ça qu'il marche aussi. Exactement, parce qu'il est justement pas politique, parce qu'il sort des carcans, parce que il n'est pas dirigé par des révolutionnaires d'extrême droite, des révolutionnaires d'extrême gauche avec des penses de bourgeois du 19e. Suivez mon regard. On suit. Je voudrais rappeler, alors Papacito, voilà, le regard de Papacito, c'est toujours original, c'est son regard, et il sera accueilli par Sud Radio comme beaucoup d'autres regards. Et je voudrais rappeler simplement qu'en février va sortir le nouveau bouquin, le numéro 2, avec Marceau, un grand dessinateur Marceau. Ça s'appelle FDP de la mode, et je peux le dire, on peut le dire sur Sud Radio, fils de pute de la mode. Et en tout cas, je vous rappelle aussi la référence du précédent livre, en tout cas celui qui est déjà paru de Papacito. Ça s'appelle Carnet de guerre, c'est publié chez Ring. Merci à vous Papacito, merci à vous André Berkoff. On vous retrouve demain en direct à midi sur Sud Radio dans tous vos états. Tous ceux qui veulent réécouter cet entretien ou même l'intégralité de l'émission peuvent se rendre sur sudradio.fr pour écouter le podcast. À suivre les amis sur Sud Radio, on retrouve Jacques Pessis pour les clés d'une vie. Aujourd'hui, Jacques Pessis reçoit son invité Vincent Dezania. Excellente journée à vous sur Sud Radio.